C'était tout un discours. J'accueille nos... merci beaucoup Stéphanie. C'est quelque chose qui nous met dans le contexte de ce forum. Et dans le contexte de ce forum, c'est la première conférence avec David Rand et Julie Guyot. Sur l'histoire de l'universalisme et le rappel des valeurs universalistes. Si vous voulez venir à la place. Donc, j'essaie de récupérer des... pour vous présenter. Oui. Vous pouvez vous installer. Ah d'accord. Oui. Je vais juste vous présenter en fait pour vous. Donc, Julie Guyot, vous êtes professeur d'histoire au Cégep Édouard Montpetit et doctorante de la même discipline de la School of Irish Studies à l'Université de Concordia. Vous avez depuis toujours intéressé à l'histoire des idées politiques, au parcours des peuples dépendants et au mouvement d'émancipation. Ces recherches qui adoptent une perspective transnationale portant sur l'histoire irlandaise et bas-canadienne au long du XIXe siècle. Parmi vos publications, vous avez la monographie « Les insoumis de l'Empire », le refus de la domination coloniale au Bas-Canada et en Irlande de 1790 à 1837, aux éditions Septentrion en 2016, et qui est une étude comparative sur le discours public des leaders républicains Theobald Wolfe et Louis-Joseph Papineau. Vous êtes aussi, Madame Guyot, vous poursuivez maintenant votre analyse de la posture républicaine de Papineau à compter de l'acte d'union des Canadas en 1840 jusqu'à la Confédération canadienne de 1867, en juxtaposant les activités et le discours de Papineau à la carrière politique et son contemporain irlandais, le célèbre émancipateur et libérateur des catholiques Daniel O'Connell. De nature engagée au fil des ans, vous êtes jointe à plusieurs laboratoires d'idées et mouvements de pression afin de contribuer à l'avancement de causes qui vous tiennent à cœur. Par exemple, depuis le début de la décennie 2020, vos chevaux de bataille sont notamment la défense de la liberté académique en enseignement supérieur et la promotion de l'universalisme. C'est tout un contexte, c'est tout un débat. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame Guyot. On peut l'applaudir si vous voulez. Monsieur Rand, vous allez nous parler du rappel des valeurs universalistes dans le cadre d'une présentation à la suite de Madame Guyot. Monsieur Rand, vous êtes le président de l'Association des libres penseurs athées, la LPA. Vous êtes basé à Montréal et auteur du livre Stillbirth, The Failure of Secularism in the English-Speaking World, Mort-né, l'échec du sécularisme dans le monde anglophone. Vous êtes formé en physique et en mathématiques, retraité d'une carrière en informatique et vous militez au sein des mouvements de libre pensée depuis de nombreuses années. Vos textes sur la laïcité et l'athéisme sont parus dans plusieurs revues et sur plusieurs sites web, dont Humanist Perspective, l'Autre Journal, Huffington Post Québec, Free Inquiry et Cité laïque, CBC News, Spiked et tant d'autres. Libre Penseur Athée fut l'un des 3 organismes qui, en décembre 2020, sont intervenus devant la Cour supérieure du Québec en appui à la loi sur la laïcité de l'État. On a aussi une autre personne qui est intervenue en appui sur la loi sur la laïcité de l'État, Guillaume Rousseau en haut. Je pense que vous pourrez discuter, mais on vous applaudit pour ça aussi. Merci beaucoup, Monsieur Rand, d'être avec nous. Madame Guyot, je vous laisse la parole. Bonne conférence. Alors, bonjour à tous et à toutes, personnes en présence et auditoires en ligne. Merci d'être là. Bonjour, Madame Chatelier, cofondatrice de la Cure et membre du comité organisateur. Je tiens à remercier Madame Chatelier et le comité organisateur pour l'invitation à participer à cet événement important qui représente une occasion extraordinaire de réfléchir collectivement à l'avenir du vivre ensemble au Québec. Alors, au cours des 30 prochaines minutes, nous ferons état des diverses... Ça va finir par apparaître, vous allez voir, il faut être confiant. Au cours des 30 prochaines minutes, nous ferons état des diverses façons de définir l'universalisme à travers les âges, de même que l'universalisme au Québec. OK. Alors, on va reculer un peu. Évidemment, ça fonctionnait au moment de la pratique. Et puis, bon, voilà. OK. C'est bien. Donc, à travers les âges, vous avez compris qu'il sera question d'Antiquité, Moyen Âge, époque moderne, époque contemporaine, le temps présent. Et enfin, l'universalisme au Québec. Alors, l'universalisme est pluriel. C'est une notion difficile car abstraite.
Le professeur Antoine Attali, historien français, titulaire de la recherche Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle au Collège de France, et qui a publié en 2019 l'ouvrage à l'écran, L'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité, souligne que dans la multitude des monographies publiées sur l'universalisme, jamais cette notion n'est définie. L'universalisme, ce concept exigeant, est également étudié par la théologie, la théorie politique, la science historique et l'anthropologie notamment, selon des cadres d'analyse différents. Sans surprise, leurs analyses et leurs conclusions peuvent parfois se superposer, voire s'entremêler, entraînant une certaine confusion dans l'esprit du commun des mortels que nous sommes. Ainsi, il existe une pluralité des définitions de l'universalisme. Ces définitions sont développées, pour une part, en réaction aux multiples conjonctures sociales et politiques auxquelles l'humanité fut confrontée, notamment depuis le Moyen Âge, et d'autre part, en réaction les unes aux autres. Cela dit, je vous propose tout de même... Oui. Excusez-moi. On va y arriver. Cela dit, je vous propose tout de même quelques clés permettant de saisir le cadre du concept à l'intérieur duquel évolue l'universalisme. D'entrée de jeu, soulignons que les dictionnaires généralistes définissent l'universalisme comme suit. Alors, le petit Robert nous dit, sur le plan philosophique, doctrine qui considère la réalité comme un tout unique, dont dépendent les individus. Alors, c'est opposé à l'individualisme et à l'atomisme, notamment. Pour sa part, le Larousse définit l'universalisme comme une conception selon laquelle les idées et les valeurs sont indépendantes du temps et du lieu. La définition du Larousse s'apparente à celle que propose Magali Bessone, professeure de philosophie politique à l'Université Paris I, qui définit l'universalisme comme étant, je cite, « l'unité du genre humain au-delà des différences culturelles, religieuses, philosophiques ou autres ». Fin de la citation. Enfin, terminons ce survol de définition de l'universalisme par la proposition formulée par le philosophe Abdelnour Bidar, qui conçoit l'universalisme, je cite, comme une hypothèse selon laquelle il y aurait des valeurs universelles entre les cultures. Fin de la citation. Il ajoute qu'étant donné l'impossibilité pour une civilisation d'imposer ses valeurs aux autres civilisations, une discussion serait nécessaire entre les représentants des différentes cultures. Ceci précisé, voyez. Ceci précisé, non, on recule. OK, voilà. Ceci précisé, soulignons qu'au cours de l'exposé, il sera question d'universalisme antique, d'universalisme médiéval et chrétien, d'universalisme occidental, d'universalisme républicain à la française, d'universalisme moderne et démocratique, et enfin d'universalisme expérimental. Alors, on n'a pas qu'une seule définition. Ouais. Alors, afin de faire la genèse du concept d'universalisme, il faut d'abord remonter à l'humanisme de la Grèce antique, de même qu'à la pensée d'Aristote. L'humanisme de la Grèce antique exaltait l'humain, à la fois dans ses capacités rationnelles et dans la beauté de son être. L'être humain était la mesure de toute chose, et son intellect était considéré commun à toute l'humanité. De plus, les philosophes grecs avaient pour conviction que l'univers était intelligible et que l'humain était parfaitement apte à le comprendre et à l'expliquer par ses seules facultés rationnelles, sans recours à la religion ou à la mythologie. Au IVe siècle avant notre ère, l'Athénien Aristote, soucieux de pousser la raison vers la vérité, va fonder la logique formelle, établissant ainsi les lois du raisonnement. Il propose une explication du monde et de la vie humaine strictement fondée sur le raisonnement logique. Diapositive suivante. Plusieurs siècles plus tard, soit au début du IIIe siècle de notre ère, alors que l'Empire romain connaît sa plus vaste expansion, s'étendant à l'ouest jusqu'aux portes de l'Écosse et à l'est jusqu'à l'Asie mineure, Rome consolidera sa conception cosmopolite de l'humanité. En effet, en 212, lorsque l'empereur Caracalla offre la citoyenneté à l'ensemble des hommes libres de l'Empire, la citoyenneté romaine acquiert un strict statut juridique. Pour l'historienne Claudia Moatti, cette pratique de l'intégration fait naître un universalisme politique.
lequel définit, je cite, une éthique universelle fondée sur la sociabilité et la rationalité humaine. Fin de la citation. On retrouve ici les prémices du cosmopolitisme rationaliste proposé par Kant au XVIIIe siècle. De fait, les notions d'humanisme et de cosmopolitisme seront suivies par la conception de l'universel. La question de l'universel remonte à l'apparition des religions monothéistes et aux formations impériales antiques. On a alors mis de l'avant le postulat selon lequel certaines idées et certaines pratiques avaient une portée universelle. Sur le plan religieux, prenons pour exemple le christianisme. Son message s'adressait à tous et était porté sur tous les territoires. Cette religion se voulait universelle. Quant au caractère universaliste de l'Empire romain, il se cristallisera au IVe siècle à la suite de la conversion au christianisme de l'empereur Constantin en 312, puis par l'octroi au christianisme du statut de religion d'État sous l'empereur Théodose en 380. Enfin, l'alliance du christianisme et de l'Empire romain permettait l'unité sur le plan de la morale et du politique. Cette double autorité était chargée de dicter les règles universelles. Cette alliance entre le politique et le religieux sera l'héritage légué à l'universalisme médiéval chrétien. Ainsi, à la fin du 5e siècle, au moment de la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Église chrétienne incarne la seule force unificatrice et organisée. Elle sera porteuse de l'héritage gréco-romain auquel s'est adjoint l'apport judéo-chrétien. L'universel devient donc chrétien. Parmi les fondements de l'universel médiéval se retrouvait donc l'Église chrétienne comme institution détentrice de l'autorité universelle et qui encadrait les fidèles. Autre pilier déterminant de l'universalisme médiéval, le modèle impérial du pouvoir hérité de Rome, puis l'héritage de la philosophie grecque, particulièrement la pensée d'Aristote, que l'on appellera l'aristotélisme médiéval. À propos de cette dernière, depuis la réintroduction en Occident de l'héritage intellectuel antique des savants, tel Averroès, philosophe né à Cordoue, des savants arabes, tel Averroès, philosophe né à Cordoue au XIIe siècle, l'autorité de la doctrine chrétienne en matière de vérité s'est vue remise en question. Au XIIIe siècle, le moine dominicain Thomas d'Aquin a permis de concilier l'aristotélisme et le christianisme grâce à une voie de passage qui reconnaissait deux types de connaissances. L'une révélée par la foi, l'autre expliquée par la raison. La pensée thomiste nourrira ce qui deviendra la philosophie médiévale, la scolastique. En ce qui a trait à l'imaginaire impérial, selon les époques, il a servi différents objectifs. D'abord, au 9e et 10e siècle, celui de concrétiser le rêve millénaire d'un empire chrétien, unifiant et pacifiant l'Europe. Puis, au 12e et au 13e siècle, celui d'imposer une paix universelle, afin que s'accomplisse ce que Dante, poète, philosophe, homme politique italien, considère être la finalité universelle du genre humain, soit le développement des facultés intellectuelles et culturelles. Ainsi, Dante proposait une monarchie universelle, fondée sur une communauté universelle, ayant, je cite, des liens naturels, intellectuels et éducatifs, fin de la citation, et qui était à la recherche de la vérité. Au tournant des 17e et 18e siècles, alors que le latin cesse d'être la langue des savants et que la scolastique tombe en désuétude et que le commerce mondial et la sécularisation des croyances connaissent un essor, et enfin que les États nationaux européens s'affirment, notamment à travers des expéditions coloniales outre-Atlantique, le temps est venu de refonder la morale et le politique. À l'instar de René Descartes, qui a vécu au début du XVIIe siècle et a défini l'humain comme rationnel et l'humanité comme universelle, bien que composée d'hommes différents, les philosophes des Lumières chercheront à établir les lois naturelles du comportement humain. Leur quête pour construire une morale à tradition universelle et ainsi répondre à la crise de l'universalisme chrétien du Moyen Âge sera marquée par la mise de l'avant d'idées forces, affirmant notamment que tout homme naît naturellement libre et que l'état de nature est celui de l'égalité. Le concept de liberté s'appuiera sur la rationalité de l'homme, alors que celui de l'égalité de l'état de nature attestera de l'existence d'une seule humanité.
Soucieux de voir se développer le culte de la raison et l'esprit scientifique, les philosophes des Lumières réclameront une éducation publique. Soulignons que Voltaire, notamment, a eu un rôle déterminant dans la redéfinition de l'universel. Il proposera un universel global et séculaire, caractérisé par la tolérance et le cosmopolitisme. Sur le plan politique, le concept de monarchie universelle, idéalisé au Moyen Âge, va céder place à la raison d'État. Effectivement, l'État, en voie de devenir l'État-nation, va récupérer le discours universaliste. L'époque des grandes révolutions, notamment l'américaine et la française, feront naître l'universalisme moderne et démocratique. À ce propos, Pierre Rosenvallon, historien, dans un article paru en 2007 dans la Revue des idées, insistait sur le fait que ces révolutions politiques ont ouvert des interrogations et ont fait apparaître des paradoxes et des indéterminations sur les questions essentielles de la citoyenneté, de la représentation et de la souveraineté. En effet, prenons pour exemple la Révolution française, qui avait pour objectif de mettre fin aux privilèges, particularismes et inégalités de l'Ancien Régime en fondant une société égalitaire et démocratique, État de droit laïque pour tous les citoyens. Le texte fondateur de cette révolution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'appuie sur des postulats universalistes hérités des philosophies des Lumières. Parmi ces postulats, celui que les hommes naissent libres et égaux en droit. Cependant, comme nous le font remarquer les historiens Lilti et Rosenvallon, il y a des tensions, voire des paradoxes entre l'ambition universaliste et l'ambition nationale. Les talents du funambule peuvent s'avérer essentiels lorsque vient le moment d'harmoniser les liens complexes entre les droits de l'homme, en tant que membre de l'humanité, et les droits du citoyen, en tant que membre de la communauté politique. Afin d'illustrer cette tension, rappelons l'article 1er de la Déclaration qui stipule que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et l'article 3 de cette même déclaration qui attribue la souveraineté à la nation, affirmant ainsi la dimension politique des droits. Faut-il comprendre que ce sont les citoyens français dans le cadre de la nation qui naissent libres et égaux? Ainsi, dans le contrat social mis en place par cet universalisme républicain révolutionnaire, les députés représentent la nation. Cependant, qui compose cette nation et qui représente l'humanité? Ces deux questions nous permettent de souligner certaines limites à la définition et au cadre que l'on peut attribuer à l'universalisme, qu'il soit de type républicain ou autre. Alors, parmi ces limites, sur le plan historique, il y a l'époque où l'universalisme justifiait la domination territoriale, économique et culturelle, pratiquée par les grands empires coloniaux européens. De fait, l'universalisme moderne et démocratique proposé par les philosophes des Lumières était empreint des valeurs de la modernité européenne. Partant de là, l'aspect universel de ces valeurs, le caractère civilisé de ces dernières, ont pu être invoqués aux fins du colonialisme européen. Ce constat nous conduit aux limites conceptuelles de l'universalisme, alors que l'universel n'appartient à personne, pour reprendre la formulation de la philosophe et politologue Sylviane Larcher. Pour sa part, l'historien Rosenvallon avance que, je cite, « le seul universalisme positif est un universalisme de problèmes et de questions que tous ont à résoudre de concert. » Fin de la citation. Rosenvallon propose donc de travailler à un universalisme expérimental, afin que prenne sens la reconnaissance des valeurs communes. Après les excès d'ordre humanitaire vécus de 1850 entre 1850 et 1950, après l'industrialisation, les deux grandes guerres mondiales, et alors qu'un grand mouvement de décolonisation est en cours, les valeurs à l'origine de la modernité européenne, c'est-à-dire les valeurs de l'universalisme occidental ou des Lumières, seront remises en question. Parmi les critiques formulées, nous en relèverons deux. D'abord, que l'Occident avait utilisé le libéralisme comme levier à des fins coloniales ou économiques. Ensuite, que les valeurs incarnées par les droits de l'homme et le libéralisme économique, de même que la philosophie du progrès, ne constituaient pas nécessairement des valeurs universelles. En dépit de ces critiques, l'Organisation des Nations Unies, qui a vu le jour en juin 1945,
tenait à ce que l'Assemblée générale de ses membres se positionne en matière de droits humains fondamentaux, d'égalité des sexes et de progrès social et économique pour tous les peuples. C'est ainsi que dès janvier 1947, Eleanor Roosevelt, ancienne première ministre des États-Unis, ancienne première dame, ancienne première dame des États-Unis, présidera la Commission des droits de l'homme, composée de représentants de 8 pays membres. Cette commission travaillera à la rédaction de ce qui deviendra la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le document, dont le Canadien John Peters Humphrey et le Français René Cassin en sont les principaux auteurs, est composé de 30 articles et atteste d'un idéal universel hérité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Plus près de nous, au cours des années 90, un autre tournant a été marqué pour l'universalisme. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les pays occidentaux, où l'État-providence et la présence syndicale, notamment, ont œuvré à offrir à la population des conditions d'existence relativement décentes et empreintes d'égalité juridique, il y a une prise de conscience de la présence d'inégalités sociales que l'on attribue à de la discrimination fondée sur des caractéristiques identitaires. En conséquence, les communautés se multiplient, s'atomisent et souvent s'opposent les unes aux autres. Dès lors, il devient périlleux de définir l'universel. Cela dit, une question demeure. Qu'en est-il de l'universalisme au Québec ou de l'universalisme dans le parcours historique québécois? Dans la foulée des grandes révolutions atlantiques, et notamment à la suite des 2 grandes révolutions démocratiques de la fin du 18e siècle, américaine et française, le mouvement patriote bas-canadien, dirigé par Louis-Joseph Papineau, s'est inscrit dans le courant politique du républicanisme classique de l'époque. Cet idéal politique est démocrate et renvoie donc à la souveraineté du peuple. Il commande également de se maintenir à l'écart de la corruption afin de préserver sa liberté, tant individuelle que collective. Cette liberté républicaine, dite positive, et fidèle à l'universalisme des droits de l'homme, repose notamment sur l'idée d'égalité politique entière qui fait appel au peuple et ses vertus dans la participation populaire aux affaires publiques comme barrière à la corruption. Le républicanisme des patriotes, qui refusait le rapport de domination, revendiquait l'égalité dans la pratique de la liberté, revendiquait l'égalité dans la pratique de la liberté politique, mettait de l'avant la séparation de l'Église et de l'État, de même que la laïcité dans l'enseignement public, adhérait donc aux idées des Lumières et évoluait dans le sillon tracé par les révolutions américaines et françaises. L'idéal républicain refera surface dans la philosophie politique québécoise au milieu des années 1950, dans la pensée de René Lévesque et dans celle d'André Laurendeau, notamment. Il y en a eu d'autres. Depuis les années 60, plusieurs initiatives à caractère à la fois républicain et universaliste ont été mises de l'avant par l'État québécois. À titre d'exemple, mentionnons le rapport Parent, publié de 1963 à 1966, qui prônait un enseignement public, laïque, mixte et accessible à tous, de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Autre exemple probant, les démarches gouvernementales entreprises entre 1997 et 2005 afin de parvenir à une laïcité scolaire entière. Et enfin, l'adoption en 2019 de la loi sur la laïcité de l'État. Enfin, lorsqu'il est question d'universalisme au Québec, il faut à tout le moins évoquer la commission Bouchard-Taylor de 2007 à 2008, qui avait pour mandat d'examiner les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles et qui a mis de l'avant le concept d'interculturalisme de la société québécoise. Je serai très brève à propos de ce concept, car mon collègue Guillaume Rousseau en traitera cet après-midi. Je vais simplement rappeler que cette façon de concevoir le vivre ensemble au Québec est pensée comme un mode d'appréhension du pluralisme humain et articulée autour de certains principes tels que l'égalité entre les individus, la laïcité de l'État et la pratique d'une langue commune. Il s'inscrit dans un projet de société favorisant la cohésion sociale et nationale fondée sur un socle social commun. Pour conclure, à propos des universels, il semble que 2 idées porteuses doivent demeurer en mémoire. D'abord, tel que le proposait en 2016 le philosophe Étienne Balibard,
Je cite, « Le véritable universalisme se situerait dans la tension permanente entre le dépassement des différences et leur affirmation. » Fin de la citation. Ce qui nous rapproche de l'universalisme expérimental dont l'objectif est la reconnaissance des valeurs communes. Deuxième grande idée à conserver, le constat émis par la philosophe Mazarine Pinjot, l'égalité est difficile à penser si l'on fait l'économie de l'universalisme. Dit autrement, si l'on morcelle l'humanité, si on n'admet pas l'égalité des êtres humains entre eux, il deviendra impossible de revendiquer une égalité des droits pour tous. Enfin, pour celles et ceux que la question de l'histoire de l'universalisme passionne, je vous invite à lire la monographie du professeur Antoine Letty et à visionner sa série de 14 cours sur les débats et controverses liés à l'universalisme des Lumières, document auquel je suis d'ailleurs redevable pour une part de cet exposé. Je vous remercie et je vous souhaite un bon forum. Bonjour, vous m'entendez bien? Est-ce qu'on peut... faut utiliser quoi, là? OK. Le problème, c'est que... Oui. Bon, je vais commencer en espérant qu'on règle le problème technique. Alors, bon, l'universalisme philosophique dîner libre. Mon exposé n'a pas été long, hein? Bon, le titre de mon exposé, c'est « Universalisme et anti-universalisme ». Je vais peut-être exposer les valeurs de l'universalisme par la négative, par les anti-universalistes. L'universalisme philosophique est une doctrine selon laquelle la réalité et la vérité constituent un tout unique, autrement dit universel, accessible à tout le monde. Cette réalité est objective, c'est-à-dire qu'elle n'est pas particulière à quelques individus à l'exclusion des autres. Un principe important de l'universalisme est l'iségorie, c'est-à-dire le droit de parole à tout le monde. Tous et toutes peuvent participer à la découverte de la réalité objective. Éthiquement, l'universalisme implique l'égalité des droits humains basés sur des valeurs universelles. L'universalisme, évidemment, est une valeur clé des Lumières et les Lumières constituent probablement la plus importante réalisation de la culture européenne. Une approche universaliste est nécessaire à la recherche scientifique car cette recherche vise à découvrir des faits objectifs indépendamment de l'identité du chercheur ou de la chercheuse. La répétabilité d'une observation par des équipes différentes et indépendantes est un critère important de la validité d'un résultat scientifique. Alors, l'anti-universalisme prend divers visages. Le multiculturalisme est une idéologie politique qui accorde davantage d'importance aux identités particulières qu'à ce que nous avons en commun en tant qu'humains. Le relativisme est une philosophie qui nie la possibilité de l'objectivité, où chaque individu peut avoir sa propre réalité, sa propre vérité. Le racisme classique divise l'humanité en diverses races distinctes ayant des valeurs et des attributs différents, établissant une hiérarchie de races supérieures et inférieures.
Le néo-racisme est une nouvelle variante du racisme née de plusieurs idéologies actuellement très à la mode et que j'expliquerai tout à l'heure. L'identitarisme est une tendance à fixer les individus et les collectivités humaines sur une identité principale, homogène et fermée. Ainsi, l'individu est réduit à son appartenance à cette collectivité et son individualité est négligée. Alors, le multiculturalisme, encore une fois, est une idéologie politique qui accorde davantage d'importance à l'appartenance ethnique ou religieuse qu'aux droits individuels, universels ou à la citoyenneté. Il est synonyme de la diversité culturelle selon ses partisans, qui accusent ses critiques de xénophobie, mais dans la pratique, il est synonyme de relativisme culturel ou de communautarisme. Le multiculturalisme conduit au préjugé des faibles attentes, c'est-à-dire le fait de s'attendre à des mœurs moins civilisées chez certaines minorités. Cela entrave l'évolution culturelle au sein des communautés religieuses ou ethniques minoritaires en les traitant comme statiques, bien circonscrites et distinctes de la majorité. Le multiculturalisme devrait plutôt s'appeler multitribalisme, le contraire de l'universalisme. De plus, les partisans du multiculturalisme font souvent l'amalgame entre race et religion, ce qui est incompatible avec la liberté de conscience. Cet amalgame facilite le dénigrement de leurs critiques avec des accusations de racisme. Et au Canada, le multiculturalisme est ce que j'appelle une para-religion d'État imposée par la loi sur le multiculturalisme. Alors, quelques mots sur l'identitarisme. Pour lutter contre les droits des groupes défavorisés, un certain degré de politique identitaire est nécessaire. Par exemple, pour lutter contre l'homophobie, il faut valoriser l'identité homosexuelle. L'identité québécoise doit être affirmée afin de lutter contre le préjugé anti-québécois et ainsi de suite. Toutefois, cette pratique de mettre l'accent sur les identités particulières devient problématique lorsqu'elle empiète sur l'universalisme, c'est-à-dire lorsque les identités personnelles deviennent plus importantes que notre humanité commune. Un symptôme de cet excès malsain d'identitarisme, c'est l'opposition à l'iségorie, où le droit de parole dépend de l'identité de la personne et la valeur d'une opinion dépend nécessairement de cette identité. En revanche, pour les universalistes, tout le monde a droit à participer au débat de société. Nul besoin d'être soi-même trans pour faire des observations sur le mouvement trans. Nul besoin d'appartenir à une minorité dite raciale pour avoir quelque chose à dire à propos du racisme. C'est la qualité d'une opinion qui compte davantage que l'identité de la personne qui l'exprime. Alors, les adversaires de l'universalisme, traditionnellement, c'est la droite politique qui est le principal adversaire. Le nom droite, comme vous le savez sûrement, vient du fait que les députés de cette tendance, ceux qui restaient fidèles aux institutions de l'Ancien Régime en France, comme l'Église catholique et la monarchie, et qui s'opposaient au républicanisme et à la laïcité, étaient assis à la droite de l'Assemblée nationale constituante pendant la Révolution. Mais récemment, une autre mouvance politique s'oppose à l'universalisme. Cette mouvance se prétend de gauche, mais adhère à un ensemble d'idéologies, intersectionnalité, postmodernisme, néo-marxisme, théorie critique de la race, théorie du genre butlérienne, qui rejettent l'universalisme des Lumières. Ces idéologies prétendent que les Lumières auraient donné naissance au racisme et que son universalisme ne serait qu'un masque pour le colonialisme européen et pour le suprémacisme des Blancs. Cette nouvelle mouvance, on l'appelle couramment le wokisme, mais ce terme serait à éviter car il est très galvaudé, ayant des connotations à la fois très positives et très péjoratives selon les différents interlocuteurs. Je préfère le terme post-gauche, ou plus précisément la pseudo-gauche anti-lumière, car ces deux termes décrivent bien les origines et conséquences de cette mouvance, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une tendance politique anciennement de gauche,
mais qui a abandonné et trahi l'universalisme et les Lumières qui constituent la définition même de la gauche politique. Selon la post-gauche, l'universalisme des Lumières serait responsable du racisme et il ne serait qu'un masque pour le suprémacisme blanc et un prétexte pour dédouaner le colonialisme. Certains éléments prétendent même que les Lumières auraient engendré les totalitarismes du XXe siècle, comme le nazisme et le stalinisme. Pourtant, la post-gauche elle-même a de fortes tendances totalitaires, étant extrêmement dogmatique et manichéenne, de plus étant le produit d'une dégénérescence d'une partie de la gauche politique, la post-gauche est au XXIe siècle ce que le stalinisme était au XXe. D'ailleurs, on constate chez la post-gauche cet excès malsain d'identitarisme qui mine l'universalisme. Et voilà, c'est la bonne diapo. D'abord, connaître la post-gauche. Non, la post-gauche n'est pas une fiction, une panique morale inventée par la droite politique. Les critiques de la post-gauche fusent de partout sur le spectre politique, de la gauche, du centre et de la droite. Par exemple, le projet 1619 du New York Times Magazine a été critiqué et par la gauche et par la droite. Ce projet présente une approche révisionniste de l'histoire des États-Unis qui érige l'esclavage au statut de principe fondateur primordial de ce pays et qui affirme que la principale motivation de la guerre d'indépendance a été la préservation de l'esclavage. La post-gauche est une mouvance qui se prétend de gauche, voire la seule gauche, et condamne comme étant d'extrême droite ou de fasciste toute opinion, toute prise de position en désaccord avec leur dogme, étant donné que le respect que les valeurs des Lumières ont gagné dans nos sociétés depuis cette époque, même il y a des gens de centre-droite, voire de la droite, qui les ont assimilés partiellement du moins. Et par conséquent, sur certaines questions, telles que la laïcité, l'objectivité et la critique des religions, la post-gauche se trouve à la droite de plusieurs conservateurs. Du fait de son orientation fortement identitaire, la post-gauche priorise prétendument les droits des minorités, surtout raciales et sexuelles, mais en pratique, elle vilipende les majorités. De plus, sa vision de chaque minorité est plutôt monolithique, ignorant l'individualité des membres du groupe. La post-gauche serait littéralement une religion selon plusieurs. Moi, je préfère le terme para-religion vu l'absence de tout aspect explicitement surnaturel. Alors, connaître la post-gauche, partie 2. Elle est surtout américaine, mais avec des éléments du néo-marxisme allemand et du postmodernisme français. C'est aux États-Unis que le postmodernisme a été appliqué pour la première fois à l'activisme politique. Par ailleurs, l'histoire de l'esclavage et du racisme extrême anti-noir dans ce pays a conduit à placer les concepts de race et de racisme au centre des préoccupations de la gauche et ensuite de la post-gauche. Cette priorisation du racisme anti-noir est compréhensible et légitime compte tenu de l'histoire des États-Unis. Cependant, la post-gauche fait un assez mauvais travail dans la lutte contre le racisme et exporte ses doctrines vers d'autres pays dont l'histoire est très différente de celle des États-Unis. Au cœur de la post-gauche se trouve le néo-racisme, une dérive de l'antiracisme, mais qui attise le racisme au lieu de le combattre. Les néo-racistes rejettent le principe de daltonisme racial, c'est-à-dire l'indifférence à la couleur de la peau, et promeuvent plutôt une obsession pour l'identité raciale ainsi que la discrimination positive. Étant anti-lumière, la post-gauche est par conséquent anti-européenne, d'où son préjugé contre les Blancs. Elle est pro-islam car elle voit l'islam comme la religion des dominés, des non-blancs. La post-gauche ignore la distinction entre attributs innés et changeables, se permettant ainsi de confondre race et religion, et cela l'amène à négliger la liberté de conscience et à s'opposer à la laïcité. Quoique se prétendant de gauche, elle favorise l'essor de la droite politique en attisant le racisme et en discréditant la gauche avec son dogmatisme, son fanatisme et son manque d'objectivité. La post-gauche n'est pas marxiste, elle est au mieux une sorte de pseudo-marxisme lobotomisé qui néglige les questions économiques et qui est dépourvu de tout but concret.
ayant abandonné les questions de classe, son programme est surtout moralisateur. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Influencé par le postmodernisme et le relativisme culturel, la post-gauche rejette l'universalisme et voit le monde comme un ensemble de groupes, chacun étant avec ses propres intérêts et sa propre vérité, souvent inconciliables avec ceux et celles des autres groupes. Ainsi, les intérêts et sentiments du groupe réel ou présumé priment sur l'objectivité, conduisant à une survalorisation de l'émotion et une censure sociale de propos jugés offensants à l'égard d'un groupe perçu comme cible d'injustice. Si vous pouvez avancer, oui, pour remplir le... D'accord, merci. À l'époque du colonialisme européen, les Européens se considéraient le centre de l'univers ayant le devoir de civiliser le reste du monde. Aujourd'hui, la post-gauche continue de placer la civilisation européenne au centre de l'univers, mais ce centre est désormais prétendument pourri, imposant toutes les formes d'oppression. Cette dernière attitude n'est que le revers de la première. Et le racisme et le néo-racisme sont eurocentriques, les deux sont fausses, les deux sont néfastes. La post-gauche constitue une infection parasitaire qui ravage la gauche politique. L'antidote, c'est l'universalisme. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les termes race et racisme se réfèrent à des attributs innés et immuables de l'individu. C'est pour cela que le racisme est si condamnable. Le racisme, c'est le dénigrement des personnes pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles font. Il est important de s'en rappeler car certains apologistes religieux essaient de nous berner en utilisant le terme racisme là où il est tout à fait inapproprié. La religion, cependant, est une opinion ou une appartenance à un groupe idéologique. Cette opinion ou cette appartenance n'est pas innée. Elle peut très bien changer, parfois très facilement. Il faut éviter le terme racisme si le groupe visé est défini par un attribut changeable, comme l'appartenance religieuse. Ainsi, il ne faut pas essentialiser, c'est-à-dire racialiser l'identité religieuse. Au lieu de dire racisme anti-musulman, on peut dire préjugé anti-musulman, par exemple, car l'islam n'est certainement pas une race. Confondre race et religion, c'est comme l'interdiction de l'apostasie en islam, la négation de la liberté de conscience. C'est une attitude tribale, une mentalité de l'Antiquité où chaque tribu avait sa religion. Cela nous amène au multitribalisme que l'on appelle souvent multiculturalisme. Alors, quoi répondre aux critiques de l'universalisme? Si l'universalisme des Lumières est trop restreint, trop européen, il s'agit de l'étendre aux autres cultures et non de rejeter cet universalisme. Les préjugés ethniques ou raciaux ont existé bien avant le siècle des Lumières sous la forme de xénophobie ou d'ethnocentrisme, bien que l'utilisation du mot racisme date de la fin du 19e siècle. Rejeter les Lumières sous prétexte que celles-ci auraient inventé le racisme ou la pseudoscience raciste, c'est comme rejeter la science sous prétexte que les pseudosciences existent. Les rationalisations pseudo-scientifiques du racisme étaient la conséquence évidente d'intérêts économiques écrasants et de préjugés préexistants que de nombreux penseurs prétendument rationnels de l'époque n'ont pas remis en question. Le problème ici n'est pas les Lumières, mais plutôt l'avidité, l'hypocrisie, l'ethnocentrisme et les défaillances similaires. La solution évidente est de prolonger et de compléter le programme même que dénonce la post-gauche. C'est la gauche universaliste qui doit faire cette tâche cruciale de poursuivre la réalisation des Lumières. Alors, qui sont les véritables suprémacistes? La post-gauche accuse les Lumières de promouvoir un universalisme qui ne serait qu'un masque pour le suprémacisme blanc, mais ce sont plutôt les religions abrahamiques qui sont suprémacistes. L'universalisme du christianisme et de l'islam, c'est-à-dire leur prosélytisme, est effectivement un masque pour leur suprémacisme religieux. La post-gauche elle-même prône une complaisance malsaine à l'égard de l'islam, une religion diablement identitaire et tout à fait suprémaciste. D'ailleurs, l'idéologie de la post-gauche constitue elle-même un suprémacisme, un chauvinisme américain
qui applique partout une vision de la question raciale qui est en fait particulière aux États-Unis. Alors, à la prochaine diapo, je résume un peu ce que je viens d'expliquer concernant le racisme classique, le néo-racisme et l'antiracisme. Selon le racisme classique européen, l'Europe serait à l'origine de la plus haute civilisation. Ce racisme constitue un tribalisme rationalisé par la pseudoscience, par exemple la pseudoscience raciale nazie. Ce racisme exagère les différences biologiques entre groupes irraciaux et fait un classement hiérarchique de ces groupes. Alors, au milieu, deuxième colonne, pour les néo-racistes de la post-gauche, qui se prétendent faussement antiracistes, l'Europe demeure le centre de tout, mais elle est maintenant à l'origine de tous les maux, de toutes les oppressions. Le néo-racisme véhicule des préjugés contre certains groupes considérés dominants, surtout contre la majorité dite blanche. Les néo-racistes sont obsédés par l'identité raciale, dont ils exagèrent l'importance. Toutefois, ils n'ont aucune définition claire ni de la race ni du racisme, permettant ainsi de racialiser l'appartenance religieuse. Pour eux, toute équité doit être le résultat d'injustice et leur solution à la discrimination positive en faveur des groupes opprimés ou marginalisés. Et finalement, la dernière et troisième colonne, une approche antiraciste authentique, c'est-à-dire universaliste, favorise le daltonisme en matière de couleur de la peau et considère que l'identité raciale de l'individu n'est qu'un attribut parmi tant d'autres. On reconnaît l'aspect inné de la race, mais on reconnaît aussi que tous les humains appartiennent à la même soi-disant race. On respecte la liberté de conscience et les antiracistes universalistes s'opposent à la discrimination. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La post-gauche nie l'existence, voire la possibilité de racisme anti-blanc, tout en le pratiquant. Pour la post-gauche, le racisme est toujours à sens unique. Ce sont toujours les Blancs qui sont racistes et ce sont toujours les non-Blancs qui sont les cibles de ce racisme. Donc, la post-gauche refuse de reconnaître le préjugé anti-québécois, un thème majeur de l'histoire du Canada et un aspect important de l'opposition à la laïcité québécoise. Après tout, les Québécois ne sont que des Blancs. Bon, pour généraliser. La post-gauche néglige aussi le danger que l'antizionisme dérive vers l'antisémitisme. Après tout, les Juifs ne sont que des Blancs. La post-gauche refuse aussi de reconnaître le racisme anti-noir et l'esclavagisme chez les arabo-musulmans, car selon les dogmes post-gauche, les non-blancs ne peuvent être racistes. Alors, finalement, prochaine diapo, s'il vous plaît, un excellent plaidoyer d'Amin Malouf, écrivain libano-français que vous connaissez sûrement et secrétaire de l'Académie française. Selon monsieur, c'est long, mais c'est superbe, super bon comme citation. Contrairement à l'idée reçue, la faute séculaire des puissances européennes n'est pas d'avoir imposé leurs valeurs au reste du monde, mais très exactement l'inverse, et d'avoir constamment renoncé à respecter leurs propres valeurs dans leur rapport avec les peuples dominés. Tant qu'on n'aura pas levé cet équivoque, on courra le risque de retomber dans les mêmes travers. La première de ces valeurs, c'est l'universalité, à savoir que l'humanité est une, diverse mais une. De ce fait, c'est une faute impardonnable que de transiger sur les principes fondamentaux sous l'éternel prétexte que les autres ne seraient pas prêts à les adopter. Il n'y a pas de droit de l'homme pour l'Europe et d'autres droits pour de l'homme pour l'Afrique, l'Asie ou pour le monde musulman. Aucun peuple sur terre n'est fait pour l'esclavage, pour la tyrannie, pour l'arbitraire, pour l'ignorance, pour l'obscurantisme, ni pour l'asservissement des femmes. Chaque fois que l'on néglige cette vérité de base, on trahit l'humanité et on se trahit soi-même. Et dernière diapo. Bravo, M. Malouf. Et quelques suggestions de lecture. Je mentionne que mon livre Stillbirth va paraître en français chez L'Harmattan dans quelques temps. Alors, je vous remercie.